Votre piste, c'est laquelle, professeur Bebouni? Si on part sur le principe que l'Afrique est prise en otage, enfin l'Afrique francophone. L'Afrique noire francophone. L'Afrique noire francophone est prise en otage par la France. Si on part sur ce postulat-là, il faut démocratiquement attaquer la France. Comment? Nous avons la chance, justement, d'avoir affaire à un pays où les institutions ne sont pas si mauvaises que ça. Où il y a quand même des droits qui sont respectés. Où on a le droit de grève, le droit de contestation, le droit d'avoir une opinion. Ce qui est parfois difficile dans nos pays. La diaspora africaine en France, elle a un poids qu'elle-même sous-estime. Nous avons tous les éléments pour prouver que la France pille l'Afrique. La France a participé et continue à participer au génocide en Afrique. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Quand Bolloré maltraite les Africains comme il le fait en Afrique, il y a des familles qui meurent parce qu'elles n'ont même pas de quoi acheter l'aspirine. Il y a eu un reportage de France 2 là-dessus, et d'ailleurs Bolloré a attaqué Élise Lucet. On s'en fout, il peut attaquer autant qu'il veut, il ne va jamais gagner. Parce que Bolloré, c'est quand même un voyou. Je le dis, et je le dis parce que je sais qu'il va m'attaquer, et je peux vous assurer que je ne rêve que de ça. Je vais donc, pour ajouter l'eau à votre moulin, vous dire que Maître Ngele Bobé, qui est passé ici il y a un an, qui a été constitué avocat des parties plaignantes dans l'affaire Ezeka, s'est vu menacé au Cameroun. On se doute que la main de quelqu'un est derrière ces menaces-là. On s'en fout, vous savez. Mandela n'avait pas peur d'affronter son bourreau. Hein. Vous savez, il y a des gens qui savent que leur mission, elle est, je ne veux pas être prétentieux de parler de mission divine, mais il y a des gens qui sont au-dessus de certaines considérations et de certaines peurs. Je dis que Bolloré, c'est un voyou. Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord. Donc, à partir de là, il y a des... Et quand je dis Bolloré, c'est la représentation de ce colon qui a confisqué des vies humaines, des millions de vies humaines africaines, qui a paupérisé l'Afrique. Et il se plaigne quand un Africain vient en France se débrouiller, mais rentre chez vous. Rentrez où? Donc, moi je dis encore une chose, c'est que ce que De Gaulle a fait en Afrique, qui est le premier génocidaire des Africains, continué par tous les autres, dont Chirac, que quand il est mort, j'ai vu des Africains pleurer l'ami de l'Afrique. Alors que je vous rappelle que c'est Mitterrand, non c'est Chirac, qui a ressorti de ses cendres Foccart. Oui. Vous vous rendez compte? Foccart, oui. Foccart, qui avait été fabriqué par De Gaulle, a été ressorti des cendres par Chirac. Et non pas par Mitterrand. Et on parle de l'ami de l'Afrique. Donc puis, tous... Il a bombardé les Ivoiriens sur les deux ponts en 2000. Alors, donc, 2002. moi je dis que si nous les Africains, nous étions solidaires, c'est ça le problème. Et ça, les Occidentaux savent que c'est notre faiblesse. Si nous étions solidaires, si nous pouvons nous unir, nous pouvons initier des mouvements de contestation qui ne viseraient pas nos chefs d'État, qui sont en général des gouverneurs de la France dans nos pays. Aller attaquer le président Paul Biya à l'Intercontinental, ou Sassou Nguesso, je ne sais pas trop, ou confisquer les biens du fils de Théodorine. Bon, écoutez, les gens essayaient ça, ça n'a pas marché, ça n'a pas prospéré. Bon, à un moment donné, il faut être un peu intelligent, il faut passer à autre chose. Il faut passer à des choses beaucoup plus réfléchies, beaucoup plus démocratiques, et profiter du fait qu'on est justement dans des pays démocratiques. Même comme ils favorisent
les dictatures dans nos pays, mais ici, là, Macron ne peut pas faire n'importe quoi. Ici, autant il peut comprendre que quand il arrive en Côte d'Ivoire, qu'on interdise à l'opposition ivoirienne de défiler, autant il sait que chez lui, ce n'est pas possible. Et que même s'il interdirait, les gens vont marcher comme les Gilets jaunes ont marché. Donc nous devons, nous les Africains, profiter de ces acquis-là démocratiques dans ces pays, mais pour foutre le bordel. Mais quand je dis foutre le bordel, je dis foutre le bordel une fois de plus de manière très, très réglementée. Démocratique, je dis. Les Gilets jaunes ont marché pendant 1 an. À partir du moment où vous n'êtes pas dans une infraction avérée, vous n'avez pas fait la casse et tout, il ne s'agit pas de casser. Je ne demande pas aux Africains d'aller casser. Non, ne cassez pas, voilà. Même si les Gilets jaunes ont dû casser pour obtenir mais ça c'est... Non, vous savez, dans le mouvement, non, je ne parle pas de ça, il ne faut pas casser tout là. Oh, ils infiltreraient les Africains pour casser les accusés. Je suis d'accord avec mon frère Boni dans ce qu'il dit au niveau de la France et de ses institutions, mais bon, ce qu'il faut aussi expliquer à nos frères ivoiriens, ou africains en général, c'est que malheureusement, on est dans un pays qui ne respecte pas ses propres institutions. Vous avez par exemple des militaires français qui ont tué, qui ont violé, qui ont cassé les banques, qui ont été convoqués ici par la justice française, qui ont été relaxés. Ils ont été relaxés. Vous êtes étonné? Non, c'est pas une question d'étonnement. C'est comment fonctionnent ces institutions qu'on dit démocratiques. Ils sont humains, c'est normal, c'est à nous donc, c'est à nous les victimes, les Africains, à leur dire écoutez, on n'est pas d'accord avec ça, on ne peut pas accepter ça, on va contester ça, et on va le contester par tous les moyens démocratiques, une fois de plus. Et on a eu un avantage dans ce pays. Et chacun de nous, à un certain niveau, a déjà eu des démêlés avec l'employeur, avec ceci, tu vas en justice, on te donne peut-être tort en première instance, tu fais appel et tout, et tu finis par gagner, parce que quand même, quand tu maîtrises ton sujet, quand tu as de bons conseils, de bons avocats et tout, le droit finit toujours par être lu dans ce pays. Il faut le savoir, il faut que les gens profitent de ça, et il faut qu'on soit dans la vraie sensibilisation. Les intellectuels africains de la diaspora doivent bouger, doivent s'organiser. Pardon, vous parlez de ces personnes diplômées qui se disent intellectuelles. Vous voulez les trouver, vous allez dans les églises et dans les soirées. Bon, mais il faut faire quelque chose. Ils vont me tirer dessus, mais c'est la triste réalité. Parce que je peux vous assurer que si on arrive à démontrer aux Français lambda, qui n'a rien à voir avec la politique, qui n'a rien à voir avec la géopolitique, avec ce que la France fait en Afrique, parce qu'il n'est même pas au courant. Vous expliquez bien aux Français pourquoi nous sommes ici, au lieu d'être chez nous. Vous lui expliquez ça bien. Je peux vous assurer qu'il y en a qui vont vous dire que mais vous n'êtes même pas assez nombreux. On vous pille là-bas, mais vous êtes... C'est ce discours que... Je ne vous coupe pas, Thibaut, au bout. Il y a un petit spot que Jean-Marie Watton, c'est le grand confrère qui est aux États-Unis, m'a envoyé il y a 2 semaines. Je lui ai demandé l'autorisation de publier, qu'il me l'a accordé. Allez lire les commentaires sur ce petit mot, Emmanuel Macron, le journaliste camerounais Jean-Marie Watton, l'épingle, quelque chose comme ça. Lisez les commentaires des Français blancs. Ils disent bien, je suis Français blanc, je suis Française blanche, je ne savais pas que ça se passe. Lisez les commentaires, croyez-moi, chers téléspectateurs, beaucoup de Français blancs épousent les combats des Africains. Seulement, les Africains ne sont pas assez nombreux pour mener ces combats pacifiques-là. Vous comprenez? Et je vais même vous dire qu'il y a même des Français, enfin des Occidentaux qui parfois sont même plus engagés, plus jusqu'au boutiste que certains de nos frères africains. Donc c'est-à-dire que en fait, c'est une cause mondiale. La cause noire peut être partagée et comprise par toute personne éprise d'un peu d'humanité. Il faut simplement communiquer. La guerre de la communication doit être l'un des pans que nous devons pouvoir mettre en place pour effectivement changer ce paradigme. C'est vrai, mais on a vraiment beaucoup de travail à faire parce que on est encore dans un pays qui a choisi volontairement d'écarter l'Africain.
le noir. C'est vrai. Pourquoi je le dis? On est dans un pays où le premier habitant, c'est un Africain, c'est un noir. On est dans un pays où toutes les royautés de l'Europe, c'était des Noirs, des Africains. Jusqu'au 15e siècle, c'est pas loin. Hein? 15e siècle, on ne dit pas, il y a 1 million d'années, comme on a dit en Angleterre, que leurs origines, 1 million. Non! On s'assoit, on regarde l'armoirie de l'Angleterre, on voit que toute l'élite, elle est noire et l'africaine. Comment se fait-il que une époque aussi récente n'est pas enseignée dans les écoles ici en France? Donc si on n'arrive pas à enseigner ça, forcément quand on voit un noir, on pense qu'il est étranger. Il n'est pas forcément étranger. Que chaque noir fasse le travail là où il se trouve pour que les choses bougent dans ces cas-là. Et professeur Aimé Boni, ne pensez-vous pas que les difficultés des Africains de la diaspora résident aussi dans cette volonté avérée de la France de maintenir les Africains dans un état végétatif, étant donné que la diaspora africaine est beaucoup plus instruite, tient le même langage que des Français ou des Occidentaux. Ne pensez-vous pas que les difficultés des diasporas africaines, là, quand ils veulent retourner dans leur pays d'origine, font partie également de cette mainmise de la France sur ce pays-là? Oui, c'est ce que j'ai appelé la théorie de la reproduction des semblables, qui a pour objectif final la confiscation des privilèges. L'Africain de la diaspora qui a fait de bonnes études, qui a des compétences et qui peut être plus utile à son pays que la France, et, voilà, et qui va vouloir rentrer, aura des difficultés à trouver sa place dans cet environnement-là. Déjà parce que l'environnement, il est lui-même pas propice à son épanouissement sur le plan déjà de la logistique. C'est-à-dire qu'ici, là, vous êtes dans un environnement où vous avez des bonnes conditions pour travailler, vous arrivez là-bas, c'est pas qu'on vous donne à vous spécialement des mauvaises conditions pendant que les nationaux ont de bonnes conditions, mais c'est que vous trouvez ce qu'il y a, et ce qu'il y a est quand même d'un autre âge. Donc vous avez déjà du mal avec ça. Et en plus, il y a l'environnement professionnel qui va vous décourager. Qui ne vous accepte pas. Qui ne vous accepte pas. On ne vous accepte pas parce que vous n'êtes pas un semblable. En termes de compétences, vous êtes possiblement plus compétent. Voilà. Et alors que non, normalement, ça devrait être une aubaine. C'est-à-dire que vous venez, vous nous apportez ce que nous ne savons pas, nous apprenons à votre côté et on avance. Mais bon, ça, ce n'est pas la qualité de l'Africain, on le sait tous. Donc, on va tout faire pour vous décourager et que vous rentriez chez vous. Et la France et ces pays occidentaux savent que c'est comme ça que ça va se passer. Et ils savent que c'est comme ça que ça va se passer parce qu'ils ont mis justement à la tête de nos États des gens qui ont des problèmes avec la lumière. C'est-à-dire que la lumière éblouit des gens qui ne veulent pas prospérer, ne veulent pas évoluer. Et donc, ils savent qu'en vous formant, ok, déjà qu'on a des difficultés, on fait tout pour ne pas vous former dans de bonnes conditions ici. On le sait tous, pour que vous n'ayez pas le niveau qui vous permettra de revendiquer une place là, ou alors, si vous revendiquez une place, ce sera une place inférieure à celle que vous auriez méritée si vous étiez vraiment bien formé. Donc, le système français, essentiellement, va faire tout pour fabriquer des diasporiens en dessous de la moyenne nationale. Sauf si... Française. Oui, française. Sauf si vous en voulez vraiment et vous allez vous-même chercher, vous allez ouvrir des portes, parce que finalement, les portes peuvent s'ouvrir. Je vais juste compléter. Les portes peuvent s'ouvrir ici. Je vais juste compléter, c'est que c'est même renforcé par la législation. C'est-à-dire que vous avez plusieurs couches de législation. Vous avez la législation qui fait que si vous êtes aujourd'hui français, il y a certains pays, votre pays d'origine, qui ne vous reconnaît pas cette double nationalité. Donc, qui vous coincent. Pourtant, tous les dirigeants sont français. Voilà. Donc, ça, c'est déjà un blocage. Deuxième type de blocage, il y a l'âge
qui sont insérés dans les juridictions. C'est-à-dire, par exemple, pour enseigner, pour être professeur titulaire, il faut plus avoir 50 ans et tout ça. Mais ça, c'est pour bloquer, effectivement, ceux qui sont à l'extérieur. Donc, troisième type de blocage, elle est maintenant politique. Dans certains pays, bon là, ça a été un peu changé dans le cas de la Côte d'Ivoire, il fallait résider 5 ans de façon successive sur le pays pour pouvoir se présenter. Donc, c'est-à-dire que tous ceux qui sont à l'extérieur, qui se sont battus pour acquérir une connaissance, un savoir-faire, de compétences, sont bloqués à l'extérieur. Quand ils veulent rentrer de façon logique, ils ont ces blocages institutionnels. Donc c'est pour ça... Je voulais savoir, Thibaut Obo, est-ce qu'il y a une main cachée française derrière tous ces blocages des intellectuels africains ou bien de la diaspora africaine qui veut retourner dans les pays d'origine? Y a-t-il une main française derrière, ou bien est-ce que le système que vous dénonciez tout à l'heure contribue à ce blocage à l'extérieur? Voilà ma question. Non, il n'y a pas une main cachée. On ne peut pas dire qu'il y a une main cachée. C'est là où j'étais d'accord, c'est-à-dire qu'on a une part d'intelligence. C'est-à-dire quelque part, il n'y a pas de main cachée, mais il y a une volonté ferme et affichée de pouvoir maintenir une reproduction. Cette volonté-là, moi, je l'appellerais système. C'est un problème de système. Ce n'est pas un individu. C'est un problème de système. Et l'homme est le produit de son milieu. Il faut le savoir. Quand vous voyez, par exemple, Macron, aujourd'hui, son attitude, on a l'impression que Macron est un nouveau De Gaulle. Voilà, dans ses rapports à l'Afrique. On a l'impression que Macron nous répète un peu du Sarkozy. Et pourtant, quand il était en campagne, quand il parlait, son discours à Alger, crime contre l'humanité et tout ça, on se dit, bon, la colonisation, voilà, crime contre l'humanité. Voilà quelqu'un qui va venir changer. Il arrive, et peut-être même que ce mec, il était sincère, peut-être. Mais en fait, on est toujours attrapé par le système. C'est-à-dire que vous êtes mal élu, vous arrivez à l'Élysée, vous êtes assis. Vous trouvez quand même des gens qui sont là depuis 10, 15, 20 ans, qui sont déjà dans le système, qui doivent vous apprendre maintenant les rouages du système. Parce que un pays, on ne vient pas prendre un pays et on le change comme on veut. Ah non. On trouve des institutions, on trouve des réalités, et les personnes qui dirigent vraiment le pays, c'est-à-dire qui maîtrisent les données de la France, viennent maintenant, on vous dit que bon, jeune homme là, tu es président, ok, assieds-toi, on va t'expliquer exactement ce que c'est que la France. Et on t'explique que bon, vous savez, en réalité, si on cesse d'être voyou en Afrique, on cesse de piller l'Afrique, on perd peut-être 40% de nos richesses. Donc on dit qu'on est 5e puissance mondiale, bon, on va être finalement peut-être 20e. On n'aura pas de l'argent pour payer des fonctionnaires, ainsi de suite. Là. Il y aura, bon, c'est-à-dire qu'on est un pays où les gens, pour pas grand-chose, une goutte d'eau qui n'est pas tombée, grève et tout. Bon, alors, si tu veux faire juste 1 an au pouvoir, bah écoute, applique ton programme. Démantèle toute la France-Afrique, et puis c'est ça la réalité. C'est ce qui se passe. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, est-ce que nous devons nous dire que bon, c'est la fatalité, bon, on peut rien, c'est comme ça? Je dis effectivement que non. À partir du moment où moi je considère que tout Macron qu'il est, il n'est pas plus intelligent que moi, il n'y a pas de raison qu'il continue à m'arnaquer. Donc je fais tout pour qu'il cesse de m'arnaquer. Comme les Asiatiques, Ho Chi Minh et consorts, ont tout fait pour virer la France, l'Angleterre et toutes les puissances dans ces pays-là, asiatiques. Aujourd'hui, c'est des dragons, c'est des puissants. Comme le président de Corée du Nord, aujourd'hui, il peut envoyer balader Trump. Pourtant, il fut une période où les rapports entre ces pays d'Asie et les grandes puissances n'étaient pas plus déséquilibrés que les rapports entre la France et l'Afrique. Mais pourquoi nous restons dans ça? C'est un problème. Le sous-développement, il est d'abord mental. Nous avons un problème avec nous-mêmes, nous les Africains. Et c'est pour ça que moi je dis, je ne peux pas fustiger
l'étranger ne peut pas fustiger la France. La France fait ce qu'elle peut. Parce que, vous savez, hein, quand vous n'avez pas, et que vous savez que chez le voisin, vous pouvez piquer sans qu'il ne bronche, mais vous allez le faire. C'est humain. C'est à nous de nous mobiliser. Et moi, j'ai donc dit, je t'avais ça, j'ai dit que l'autre approche, l'autre angle d'attaque qu'il faut avoir, c'est que les diasporas africaines en Occident doivent se mobiliser, pas pour faire la chasse aux présidents africains et autres, aux gouverneurs, mais alors donner des insomnies à leurs dirigeants, les dirigeants de nos dirigeants. Oui, les dirigeants de nos dirigeants. C'est vrai que je suis d'accord avec ça. Il faut vraiment qu'on s'unisse, qu'on voit là où se trouvent nos intérêts. Et moi, je pense que nos intérêts sont d'abord dans l'éducation de nos enfants et de nos populations. Et deuxièmement, nos intérêts... C'est pour ça, d'ailleurs, je suis d'accord avec toi. Hein. C'est pour ça même qu'on a commencé le débat par l'éducation. Voilà, c'est-à-dire que c'est ça. Si vous voulez détruire une nation, vous n'avez pas besoin de larguer des bombes. Il suffit d'abaisser le niveau. Et c'est ce qui a été fait au Cameroun. Et c'est ce que fait. Et c'est pour ça qu'on me posait la question pourquoi il a été Premier ministre, ministre d'État. Hein. Mon ministre de l'enseignement supérieur, il est aujourd'hui ministre d'État. Or, je vous ai fait le tableau de l'enseignement au Cameroun. C'est pour te dire que vous faites du bon boulot. Continuez. C'est ça la reproduction des semblables pour confisquer les privilèges. Mais ce qu'il faut préparer, c'est l'après ce ministre. Parce que c'est, on va dire, c'est une nomination. Une nomination, ça sert des intérêts. Mais c'est pas sur ce plateau qu'on va préparer son après, car vous livrez vos stratégies. Préparez l'après-ministre derrière, pas ici. Oui. Je fais ma part de dictature. Non, mais vous avez raison. Pas ici. Vous avez raison. Vous avez raison. C'est pas ici parce que on peut pas tout livrer. Mais ce qu'il faut retenir, c'est de donner de la confiance à nos populations. Il faut que nos populations aient confiance. Arrêtons d'être naïfs. En Afrique, sortez-les des églises et des bars si vous voulez les éduquer. D'accord ? Oui, bon. Parce que le blanc qui est Dieu, là, comme vous disiez tout à l'heure, le Jésus qu'on nous a dépeint toute la vie quand nous étions à l'école et dans les églises, c'est un blanc. Vous comprenez? Jusqu'où on commence à tuer dès que vous sortez du ventre de vos mamans. Sortez-les des églises et des bars. Au Cameroun, rien que le Cameroun, il y a 16 000 églises réveillées ou endormies, sans compter les autres églises conventionnelles, là. Et il y a plus de bars que de Camerounais, finalement. Je suis sûr que c'est le cas en Côte d'Ivoire. Au Cameroun, même dans les facultés comme à Douala, il y a les snacks. Tout à fait. Mais pour les sortir, comme tu entends le dire, il faut encore prendre le pays. Il faut que tu aies le pays. Parce que c'est quand tu as un pays que tu mets des règles. Non. C'est en mettant des règles que tu peux sortir les gens de là où tu veux. Qui va le faire? Qui met les règles? Mais c'est nous qui allons mettre les règles. Commencez là où vous êtes. C'est nous qui allons mettre les règles. Okay. C'est nous qui allons donner la confiance aux gens. N'attendez pas de prendre le pays pour éduquer. Ce que nous faisons là, c'est déjà éduqué. On a déjà commencé. C'est déjà éduqué. On a déjà commencé par les échanges qu'on a, par les écrits qu'on a, par les conférences qu'on fait, par... en fait, on a déjà commencé. Mais pour que c'est un réel poids, pour que ça redescende réellement dans toute la société, il faut un pouvoir politique. Et vous savez que vous n'aurez pas le pouvoir politique, car c'est lui qui dirige ce pouvoir politique est ici, et c'est pas dans son intérêt que ça change là-bas. Non, mais il sera pas toujours là, on va le faire partir. Je ne parle pas de celui qui est là-bas, je parle de celui qui est ici. Oui, mais celui qui est ici, on va le faire partir. Il partira, mais c'est pas lui qui dirige. Qui Vous parlez d'Emmanuel Macron. Oui. Est-il différent de Nicolas Sarkozy? C'est ça que j'ai. Est-il différent de De Gaulle? Est-il différent de Mitterrand? Est-il différent de René machin? Non. Mais ils ne sont que des représentants. Ceux qui dirigent la France, nous ne les connaissons pas. Oui, sauf que le frère vient de dire quelque chose qui est très bien, c'est que en Indochine, ils y étaient. Oui. En Algérie, ils y étaient. C'est toujours la même institution, c'est toujours la continuité, mais ils n'y sont plus. Donc ce qu'il faut faire, c'est de faire en sorte que nos populations se disent on n'a pas besoin que ça vienne de loin. On peut faire sur place. Dans ce cas-là, sortez-les des églises et des bars. Vous tapiez sur Bolloré tout à l'heure, vous avez raison. Je fus son employé ici à sa tour, à Puteaux. Vous ne savez pas parce que j'ai vécu là-bas, c'était l'horreur. C'est aussi écrit dans mon livre. Mais vous devriez aussi taper sur Pierre Castel, qui est au Cameroun ces jours-ci d'ailleurs. Et dans tous les pays africains. Dans tous les pays. Pierre Castel, c'est M. Basseri du Cameroun. Vous entendez Basseri du Cameroun, certains disent, mais c'est Basseri du Cameroun, oui. C'est juste le nom Cameroun dessus. Le propriétaire, c'est Pierre Castel, qui est français. Tant que vous boirez et vous lui ferez 36 milliards de bénéfices par an, Pierre Castel ne partirait pas.
Il a été reçu dernièrement par le président de la République. Ah ben, vous voyez un peu. Ça veut dire beaucoup, hein. D'où la nécessité, effectivement, d'avoir le vrai pouvoir pour mettre en place les vrais hommes d'affaires. Mais c'est pas possible. Vous savez, en 42, je donne un exemple simple. Oui. En 42, Mao Tse-tung, il a écrit un petit bouquin. Et quand il a écrit un petit bouquin, il parlait comme ça aux gens, personne ne croyait. Mais là, on est en 2019. Et la Chine, elle est dans tous les pays. Avec cette même chose, un petit bouquin de Mao. Mais donc ça veut dire quoi? Thibaut, nous n'allons pas rentrer dans des discussions de bar ou de quartier. Vous parlez de la Chine qui est un pays continent, qui a une langue et des traditions bien réunifiées. Vous n'allez pas comparer l'Afrique noire francophone à la Chine. Car vous... Attends, pardon, nous ne sommes pas au bar, Thibaut. Vous parlez d'un continent fragmenté avec des langues qui ne se comprennent même pas. La Chine, non, c'est juste une question d'information. La Chine est plus fragmentée que la Chine. T'en trouvais pas. Mais c'était déjà un pays. Non, c'était la féodalité. La Chine, c'était un pays. Non, la Chine, c'est des provinces, des féodalités. Oui, mais c'était un pays. Occupé par le Japon. D'accord, mais c'était un pays. Je vais dire quoi par là? Que je vais dire simplement par là. Ça veut dire qu'à un moment, il faut des gens déterminés, qui ont de la suite dans les idées, qui ont une vision et qui savent où emmener ce pays-là. C'est ce que les gens ont fait. Et c'est pas. Oui, mais nous le savons tous. Je pense que ça, c'est une réalité. Chacun sait ça. Le problème et la difficulté, c'est de savoir comment faire pour arriver donc à avoir à la tête de nos États des personnes qui travaillent pour ces États, visionnaires, conscients, aimantes, qui aiment leur peuple, qui veulent travailler pour leur peuple. Comment faire? C'est ça le problème. Et le camp d'en face a mis en place un système verrouillé pour que justement personne de ce type-là n'arrive. Et quand de temps en temps, parce qu'il y a toujours un Sankara qui arrive, ou même Kabila, que perd. Voilà. Allez, il est zigouillé. Comment faire pour changer nous en faut plusieurs. Alors Thibaut, si on en a plusieurs. Je pense mais une fois qu'on a dit il en faut, tout le monde sait qu'il en faut. Le problème c'est comment on fait pour. Mais c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire. On travaille pour y arriver. On travaille pour arriver. On travaille. On monte des organisations pour y arriver. Thibaut, ne soyons pas naïfs. Professeur Aimé Boni, vous disiez tout à l'heure qu'il faut utiliser les voies démocratiques. Je dirais même qu'il faut utiliser les voies judiciaires pour sortir de cet imbriquement-là. Ça fait partie de la démocratie. Voilà. Si vous attendez d'avoir un homme fort qui arrive à la tête un jour, vous êtes mort, comme disait Obama. Non, l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts. Non. Obama, il s'est trompé parce qu'il a fait exprès. J'ai dit d'abord l'éducation, l'instruction. Quand tout le monde est éduqué, c'est de l'éducation qu'émergent ces hommes dont je parle qui sont conscients. Et quand Obama dit que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts et d'institutions, ils sont complètement trompés. Puisque une institution... Moi, une fois de plus, encore, Thibaut, permets-moi quand même d'insister sur ça. Permets-moi d'insister sur ça. Il faut éduquer les gens. Je veux bien. Sauf que moi, en tant qu'Aimé Boni, je ne vais par exemple arriver au Cameroun ou au Burkina. Je prends le micro et dis, éduquons les gens et que l'éducation va se faire. Il se trouve que la personne en charge de l'éducation est un ministre qui ne veut pas que nous soyons éduqués. Et cette personne ne veut pas que nous soyons éduqués. Elle a reçu l'ordre de quelqu'un qui lui a dit, il ne faut pas que les gens soient éduqués. Ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire que même au niveau de la France, je dis encore que Macron sait qu'on n'est pas éduqué en Afrique et ça l'arrange que nous ne soyons pas éduqués en Afrique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut couper la tête. Exactement. Alors, quand je dis qu'il faut couper la tête, si on part sur le principe que l'héritage colonial que nous avons en Afrique est l'une des causes de notre retard et notre sous-développement. Donc, il faut aller attaquer les anciens colons. C'est ici qu'il faut revendiquer ça. Il faut aller voir Macron, pas l'attendre à Abidjan ou à Yaoundé, parce que tu ne vas même pas le voir. Parce que là-bas, on va te fouetter. Avant même d'arriver, on va te fouetter. Ici, là, on ne va pas te fouetter. Donc, c'est ici que tu vas dire à Macron que je veux que tu m'expliques pourquoi tu t'arranges pour qu'il n'y ait pas de démocratie dans mon pays.
C'est ici. Ce que je peux avoir comme avantage, ce que je peux réclamer ici et obtenir, il suffit que je prenne l'avion, que je fasse 6 heures, 7 heures de vol, j'arrive de l'autre côté, je ne peux pas Je n'ai avoir même ça. pas de Nous l'eau sommes dans potable. un même monde planétaire, dans un même village planétaire. Comment tu expliques ça? Et tu vas dans ces pays-là et tu reçois tes gouverneurs chez toi et tu les félicites de ce que là-bas, Tu les convoques. ils maintiennent des peuples dans une déshumanisation aggravée. Pourquoi? Je veux que tu me rendes compte. Et là, je peux t'assurer que si on réfléchit bien, on peut même attaquer ces dirigeants dans ces pays-ci là pour crimes contre l'humanité. Aussi, et puis il y a aussi une autre façon de le faire, c'est que nous on a commencé depuis, on va dire 10 ans, c'est de faire en sorte que les enfants qui sont ici se présentent aussi aux élections. Il y a ça, le rapport de force politique. Mais Thibaut, pardonnez-moi, hein, vous êtes mon invité, mais j'ai l'impression que vous rêvez. Non, je rêve pas. Ils peuvent se présenter aux élections là-bas, mais tant que le système n'est pas détricoté. J'ai dit ici. Bah, ici, sortez-les des églises et des soirées. Non, j'ai Vous dit que comprenez? les enfants nés ici doivent prendre leurs responsabilités et se présenter à toutes les élections. D'accord, ils C'est de doivent, ça que mais je seulement parle. ça ne se fait pas, il faut donc faire ce travail. Non, il y a des gens qui l'ont Car fait. ils sont nés ici, mais ils sont partis dans des banlieues où c'est pas différent de l'Afrique. Hein. Vous comprenez? Non, et moi aussi, hein, moi je dis, hein, peut-être pas des formations professionnelles, moi je suis un pragmatique. Je veux bien, ça c'est des pistes, mais qui sont en 2020, parce que nous sommes quasiment en 2020, En 2020, oui. qui restent encore dans le domaine de l'utopie, De la projection, de là tu es en train de parler de peut-être la France dans 50 ans. Quand on aura... Bon, il y a des élus qu'on a poussés. Oui, mais ils sont combien? Non, mais attends, Noisy-le-Grand, ils n'avaient jamais pensé se présenter. Dis-moi. On a fait le travail pour que les gens se présentent et ils sont élus. Ils sont combien? Il faut continuer Attendez, le travail. ils sont combien? On parle de la France. Oui. On parle de la France. Oui. Combien d'élus potentiels africains à l'heure d'aujourd'hui peuvent atteindre la masse critique nécessaire pour influencer et faire changer la France-Afrique? Non mais il faut augmenter la base. Il faut continuer le travail. On est d'accord avec vous, Thibaut. Non mais ça se fait, c'est pas un problème. Mais ce n'est pas la solution de 2020. La solution de 2020. Non, c'est l'une des solutions. Parce que si vous n'avez pas des gens dans la décision, vous avez beau faire, on ne vous écoute pas. Thibaut, ok, on va bientôt conclure cette émission. Oui. Sachez que vous avez raison, mais comme dit le professeur Meboni, je peux me permettre de donner mon point de vue de temps en temps, en écoutant la chanson de Charles Aznavour, Feu Charles Aznavour, les immigrants, comment pensez-vous qu'ils sont arrivés? Ils sont arrivés parce que le jour où il fallait élire les gens qui ont du cran, ils étaient tous au premier rang. C'est comme ça les Arméniens s'en sont sortis dans ce pays, comme les Juifs, et les Arabes sont en train de prendre ce chemin-là. Mais seulement nous, les Noirs, sortons des églises et des fêtes. Professeur Meboni, c'était votre émission. Répondez à la question qui n'a pas été posée. Quelle question auriez-vous aimé que je vous pose? Je n'ai pas tilté dessus. Alors, en fait, pour tout dire, je pense qu'on a abordé quand même pas mal de sujets, de gouvernance, d'éducation, de rapport avec l'ancien maître, on va dire, maître, ça n'a pas changé. Et qui malheureusement reste toujours le maître du jeu. Et donc, moi, ce que je peux dire, c'est que nous avons fait des progrès dans la lutte pour l'émancipation de l'Afrique. Nous avons fait d'énormes progrès. La jeunesse est aujourd'hui consciente. Et je suis sûr d'une chose, c'est que Emmanuel Macron, dans sa tour d'Élysée où il est, quand il discute avec ces gens, il leur dit: le peuple africain a soif de liberté. Ça boue. Mais il est dans son rôle de vouloir conserver les privilèges
de la France. Parce que sur le plan économique, c'est la survie de la France qui se joue. Une France qui aujourd'hui est à bout de souffle sur le plan des ressources, sur le plan économique. Donc, et il a des relais, parmi lesquels le président de mon copanéliste, oui, Thibaut Bou. Mais il y a aussi M. Paul Biya, hein, il ne faut pas citer que les autres. Vous, les Camerounais, vous ne parlez que des autres, parlez de vôtres. Paul Biya est là depuis 40 ans, Ouattara est là, ça fait 10 ans. Oui, en fait, parce que je pensais peut-être plus au franc CFA et puis la tout ça est mélangé, il n'y a pas de dissociation là. Mais bah, c'est évident que, bon, on le sait, que le président Paul Biya, déjà à l'époque de Mitterrand, il avait dit que le meilleur élève le meilleur élève. Bon, donc on sait, et on sait la place que la France a au Cameroun en termes de part de marché. Donc nous sommes une province française, ça c'est clair. Et c'est à nous, c'est la jeunesse d'aujourd'hui et les futurs leaders de demain de pouvoir s'organiser pour réfléchir à l'approche qu'il faut avoir pour, de manière définitive, changer le cours de l'histoire. Une histoire qui s'écrit depuis les indépendances, qui n'a pas bougé d'un iota. Aujourd'hui, nous maîtrisons les mécanismes qui permettent justement à ce pouvoir-là de se maintenir. Quand je dis ce pouvoir, le pouvoir entre la France et ses colonies, nous savons maintenant exactement quels sont les mécanismes. Nous devons pouvoir réfléchir à contourner ces mécanismes-là de manière très subtile pour que de manière définitive, l'Afrique devienne le continent le plus prospère. Parce qu'en fait, nous avons toutes les potentialités pour, mais il nous manque quelque chose. Il y a une pièce du puzzle qu'on n'a pas et il faut aller chercher ça. Et pour chercher ça, il faut mobiliser nos intelligences. Il faut qu'on sache que ces intelligences-là sont actuellement bridées parce que le colon sait que si nous devenons suffisamment intelligents, nous allons reprendre notre destin en main. Donc l'éducation, comme Thibaut a dit tout à l'heure, l'éducation est fondamentale. Nous devons nous éduquer. Nous devons chercher les moyens, tous les moyens pour pouvoir nous éduquer. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin forcément de venir en Occident pour apprendre quelque chose, apprendre un métier. Le monde est globalisé aujourd'hui. Il y a les nouveaux pays qui ont émergé, qui ont été plus intelligents que nous, en allant dans les meilleures universités occidentales, apprendre, ils sont revenus mettre ça en application chez eux et ils ont développé leur pays et ils sont aujourd'hui au même niveau, si ce n'est plus que les anciens maîtres. Moi, j'ai été en Inde, j'ai été émerveillé, j'ai visité certains hôpitaux en Inde. J'ai été émerveillé par le plateau technique de certains hôpitaux à New Delhi qui n'ont rien à envier à Georges Pompidou, Pitié-Salpêtrière et autres hôpitaux français. Et encore, je dirais même que je pense qu'on est jaloux de voir ce qu'ils ont là-bas. Et la qualité de la prestation va avec. Or, il est plus facile aujourd'hui pour un Africain d'aller se former en Inde que de venir en France. D'ailleurs, il vaut mieux aller là-bas parce que là-bas, on vous ouvre les portes, on vous forme comme il se doit, alors qu'ici, on va vous faire pour les médecins, on vous fait tirer les chariots, parce que c'est vous qui êtes le brancardier. D'ailleurs, quand vous rentrez dans une chambre de malade, alors que vous avez une blouse avec un stéthoscope, le malade vous dit, vous appelez le docteur, vous appelez le médecin. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on doit comprendre aujourd'hui que notre avenir, nous devons l'avoir entre nos mains. Et pour ça, il faut avoir la connaissance. La connaissance, allons la chercher là où elle est aujourd'hui. Elle n'est plus ici, là. Parce que même si elle est ici, là, on ne va pas nous la donner. Voilà. On va la chercher ailleurs, on revient chez nous, et puis on fait ce qu'on appelle le dégagisme. Chers téléspectateurs, j'aimerais bien ajouter, avec votre permission, qu'en 2013, un rapport du Sénat français mentionnait ceci:
l'Afrique est notre avenir, dont l'Afrique était l'avenir de la France. On se demande où est l'avenir des Africains. Peut-être au fond de la mer. Cher Thibaut, vous, merci d'avoir fait ce déplacement pour apporter un peu plus de l'eau au moulin du professeur Aimé Boni. Vous, professeur Aimé Boni. C'était très bien. Merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions et exposer la situation qui prévaut au Cameroun et en Afrique noire francophone. Et chers téléspectateurs, j'espère que ce programme vous a plu. Dites-le aux autres, partagez et sentez-vous libre de solliciter JMTV+, pour venir vous exprimer, car sur ce plateau, chaque personne a droit à la parole, même celui qui est de l'extrême droite, figurez-vous. On se retrouve dans quelques jours avec d'autres invités. D'ici là, malgré la situation très compliquée, en France comme en Afrique, gardons quand même la banane. À bientôt. Bye bye. Ah ouais. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.